Donc je commence par le schéma de Festel classique. Donc je pense que vous le connaissez tous. On sépare notre message en deux moitiés. Une moitié passe dans une fonction de tour qui dépend de la clé. On mesure l'autre moitié et puis on inverse et on répète. Donc c'est un schéma qui est assez utilisé, assez connu, notamment parce qu'il a été utilisé dans le DES qui a été le standard pendant 25 ans à peu près. Et donc ce schéma il a deux avantages. D'une part, il permet de construire quelque chose qui est toujours inversible, même si les fonctions de tour ou fonctions de Festel ici ne sont pas inversibles. Meilleur exemple, le DES. Et le deuxième avantage, c'est que quand on veut faire le déchiffrement, il y a juste à utiliser le même schéma, mais en inversant l'ordre des sous-clés. Et donc ça, c'est deux choses qui sont quand même assez pratiques. Et donc ce schéma de Festel-là, il a été généralisé à Crypto 89 par Zeng Matsumoto et Imai. Pardon ? Oui, bien sûr. Donc il a été généralisé à Crypto 89 par Zeng Matsumoto et Imai. Et leur idée, c'est plutôt que de diviser le message en deux blocs, on va le diviser en un nombre arbitraire K de blocs. Et donc il y a différents types de généralisation suivant d'une part la manière où on va mettre les nouvelles fonctions dites fonctions de Festel. Donc ici c'est un exemple, on en met entre guillemets une sur deux. Et d'autre part, deuxième généralisation possible, c'est au niveau de la manière dont on va inverser, permuter les différents blocs. Et donc l'avantage c'est que comme si on travaille à taille de message fixée, donc à taille totale fixée, donc typiquement 64 ou 128 bits, c'est qu'on se retrouve avec des fonctions ici qui vont prendre des entrées et avoir des sorties plus petites, donc qui a priori vont être plus simples, plus faciles à designer et qui vont être aussi plus faciles à implémenter en hardware ou sur du petit software, typiquement microcontrôleur Ubit. Le cas extrême étant que la fonction f ici c'est XOR de clé SBox. Mais l'inconvénient évidemment c'est que comme on a plus de blocs, il va falloir a priori faire plus de tours pour que tout le monde dépende de tout le monde. Et c'est ça qu'on va essayer de mesurer dans cet exposé. Donc déjà, histoire de fixer un peu les idées, aussi une liste hautement non exhaustive des différents types de schémas qui existent, avec des noms d'algorithmes qui les utilisent. Donc on reconnaît par exemple RC6 et Mars et CAS256 qui étaient des candidats AES. Les SAMTA qui est une fonction de hachage, candidat de SHA-3. SHA-1 qui est une autre fonction de hachage bien connue. Clefia qui est un standard de chiffrement lightweight. Norme ISO, je ne sais plus combien. Et donc on voit qu'il y a vraiment différents types de schémas possibles. Il n'y avait pas vraiment d'approche générale jusqu'à présent. Et donc j'en reviens à ce qu'on va essayer de mesurer, c'est le nombre de tours qu'il faut faire pour que les sorties dépendent des entrées. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le délai de diffusion qui a été introduit pour les schémas de Festel par Suzaki et Minematsu à FSE 2010. Et grosso modo c'est le nombre minimal de tours qu'il faut faire pour que les sorties ici dépendent des entrées. Et donc on voit que par exemple cette entrée-là, pour qu'elle influence toutes les sorties, on est obligé de faire 8 tours. Donc l'avantage de cette définition, c'est que c'est faire des traits sur le schéma, donc ça ne dépend pas du tout de ce qu'on met dans les fonctions ici. Donc c'est une caractéristique purement structurelle du schéma de Festel, et c'est ça qui nous intéressait. Et donc on note ça D+. On peut faire la même chose évidemment quand on déchiffre, c'est-à-dire combien de tours de déchiffrement il faut faire pour que les blocs du plaintext dépendent des blocs du ciphertext. Et donc, comme on essaye d'avoir quelque chose qui est symétrique entre le chiffrement et le déchiffrement, on va s'intéresser au maximum des deux. Et en minimisant cette quantité, on espère avoir des schémas qui soient plus sécures. Et donc, si on revient aux différentes familles de schémas de Festel et qu'on regarde leur délai de diffusion, en fonction du nombre de blocs dans lequel on a subdivisé le message, qu'on note petit k, on voit que généralement, il faut faire 4 tours. Sauf celui-là, mais celui-là, c'est parce qu'il n'a qu'une seule fonction. Donc, ce qu'on gagne en ayant moins de fonctions, on le perd en nombre de tours. Et donc, toujours dans leur article de FSE 2010, Suzaki et Minematsu, ils ont proposé une amélioration du Festel de type 2. Alors, le type 2, c'est ce type-là, où on a une fonction sur deux. Et leur idée, c'est de remplacer le décalage circulaire qui était fait jusqu'à présent dans la littérature par n'importe quelle permutation des blocs. Et en choisissant bien la valeur de la permutation ici, ils font diminuer les diffusions de k à 2 log k. Donc il y a déjà une première amélioration. Et toujours en suivant cette même idée de prendre une permutation des blocs n'importe laquelle, et pas juste le décalage circulaire, dans un autre article de IECE 2013, Yanagihara et Iwata montrent que d'une part dans le cas source heavy et target heavy, qui correspondent grosso modo au type Fibonacci et Galois,
qu'on ne peut pas faire mieux, ce qui est un peu logique parce qu'il y a un bloc il y a une branche en particulier qui joue un rôle particulier, donc ici ou ici, et il faut bien que tout le monde soit passé dedans au moins une fois, donc il faut au moins faire 4 tours. Et dans le cas du type 1, grosso modo, il gagne asymptotiquement un facteur 2, mais il reste quadratique. Et par contre, dans le cas du type 3, ils n'ont pas de construction générale, mais ils ont fait de l'exhaustif jusqu'à 8 blocs, et ils ont toujours un schéma qui a une diffusion en moins de 4 tours. Donc la question, c'est peut-on faire mieux? Et même la question avant ça, c'est peut-on faire mieux? Peut-on avoir une vision générale? Parce que c'est bien d'étudier des sous-familles particulières, mais si on peut tout faire d'un coup, c'est encore mieux. Et donc c'est l'idée qu'on a eue, c'est de représenter le schéma de Festel par un graphe ou par sa matrice d'adjacence. Alors la définition du graphe est assez simple à voir, c'est on a autant de sommets qu'on a de blocs, et on trace des arcs dans le graphe suivant les influences qu'on a dans le schéma. Donc par exemple, on a x0 qui influence y3, donc on met une flèche de 0 vers 3. Et on a aussi x0 qui influence y0, mais par une fonction. Donc on met aussi une flèche de 0 vers 0, et on met une étiquette f pour dire qu'il y a une fonction. Et donc comme le délai de diffusion, ça revenait à suivre les fils dans notre schéma de Festel, et bien, ça revient à calculer des distances dans ce graphe. Et donc on a une définition du délai de diffusion en termes de distance dans un graphe. Donc c'est une définition qui ressemble un peu à la définition du diamètre, sauf que dans le diamètre, il existe un chemin de longueur au plus la valeur du diamètre. Là, le chemin doit être de même longueur pour tous les couples de sommets. Donc c'est une condition un peu plus forte. Et donc comme je l'ai dit, on a le graphe, donc on a sa matrice d'adjacence, où on met un symbole f, pareil, pour dire qu'il y a une fonction. Donc qui dit matrice d'adjacence dit caractérisation du délai de diffusion en termes de puissance de matrice d'adjacence. Et cette matrice, on peut la couper en deux parties. Une partie qui va correspondre à la partie pour la permutation des blocs, qui est la matrice de permutation associée, et une partie pour la couche non linéaire, qui est la couche où il y a les différentes fonctions de Festel, qui est donc naturellement avec des 1 sur la diagonale, vu qu'on n'a pas encore permuté les blocs, et où on met des f à l'endroit où on a les fonctions de tour. Et donc, dans un premier temps, on peut généraliser la notion de diffusion à ce qu'on appelle une profondeur de diffusion, parce que quand on va calculer le délai de diffusion, les calculs ils vont être faits dans un truc qui est grosso modo l'anneau des polynômes en f. Et donc, si on regarde une certaine puissance de la matrice, par exemple ici m carré, et si on regarde le degré de ce coefficient-là, ça va nous dire qu'il va exister un chemin entre l'indice de la colonne et l'indice de ligne qui va passer dans au moins ici 2 fonctions de Festel. Et donc comme passer dans des fonctions de Festel, c'est ce qui fait augmenter la confusion du schéma, c'est une bonne idée de mesurer ce genre de choses. Et donc on peut généraliser le délai de diffusion à ce qu'on appelle la diffusion en profondeur R, qui est le nombre minimal de tours pour que tous les coefficients dans la puissance de la matrice correspondante soient au moins de degré R. Donc en particulier, le terme D0, ça correspond au délai de diffusion, c'est quand on n'a plus de polynômes nuls dans la matrice. Le degré 1, c'est quand on n'a plus de dépendances qui sont uniquement de manière linéaire. Et donc ça, c'est très pratique quand on veut mesurer la résistance à certaines classes d'attaques, notamment les attaques différentielles impossibles, les attaques intégrales, qui sont des attaques de type dites structurelles, par opposition à des attaques plus statistiques comme les cryptanalyses différentielles et linéaires. Et elles sont dites structurelles parce qu'elles utilisent vraiment uniquement quasiment les propriétés de diffusion du schéma et pas du tout ce qu'on pourrait mettre dans les boîtes S. Donc j'ai pas le temps de rentrer dans les détails des bornes qu'on obtient, mais ça s'exprime assez simplement en fonction de ces coefficients-là. Et donc vu qu'on a une vision matricielle assez unifiée, on peut se poser un peu la question inverse, c'est parmi toutes les matrices possibles, lesquelles correspondent à des schémas de Festel. Donc la première chose qu'on va demander, c'est qu'elles soient inversibles et que l'inverse ne dépende pas des coefficients f, parce qu'un schéma de Festel, ça n'utilise pas les inverses de ces fonctions, pour la bonne et simple raison que, comme dans le DES, elles n'existent pas, vu que les fonctions ne sont pas inversibles. Et donc ce qu'on veut, c'est que la matrice inverse ne dépende pas, n'ait pas de f au dénominateur. Ce qui revient à dire que son déterminant est indépendant de f, donc vaut plus ou moins 1. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut mettre les fonctions de Festel pour obtenir un tel schéma. Parce que par exemple, ça, c'est pas un schéma de Festel. Ça, on ne sait pas déchiffrer. Pourtant, ça a une matrice qui a coefficient dans 0, 1, f, mais ce n'est pas un schéma de Festel.
Et donc pour ça, on définit le graphe qui correspond à cette partie-là, qui est le graphe de matrice d'adjacence, notre matrice F. Alors on a enlevé l'identité parce que ça ne sert à rien. Et on voit que ça va permettre de dire dans quel ordre il faut évaluer les différents blocs, les différentes fonctions quand on veut déchiffrer. Parce que par exemple, si on veut obtenir x7 en fonction du ciphertext intermédiaire, on voit qu'on a besoin de x6, mais pour x6, on a besoin de x5, etc. etc. Et ça, c'est exactement l'information qu'il y a dans ce graphe. Et ça, c'est possible, évidemment, uniquement si le graphe ne contient pas de cycle. Parce que si, par exemple, je rajoutais une flèche entre 7 et 0, pour déchiffrer x0, j'aurais besoin de x7. Sauf que x7, en remontant le truc, j'ai besoin de x0. Donc je me mords la queue, c'est pas possible. Donc là, on a vraiment cette caractérisation en termes de graphe acyclique. Ce qui revient à dire qu'à permutation des blocs, la matrice ici est triangulaire inférieure. Et en particulier, on a une sous-famille très intéressante qui sont les schémas de Festel quasi-involutifs, où là, on a une hypothèse encore plus forte qui est que la couche non linéaire doit être exactement la même quand on chiffre et quand on déchiffre. Ce qui revient à dire que notre matrice inverse ici doit être égale à la matrice dans le sens direct. Alors comme on travaille dans Z, on a 2 fois l'identité et un moins qui apparaissent, mais modulo 2, ça revient à dire que chiffrement égale déchiffrement. Et ça, c'est assez facile à caractériser, ça veut dire qu'il y a 2 types de blocs, les blocs qui sont en entrée de fonction et les blocs qui sont en sortie de fonction. Et éventuellement des blocs qui sont ni l'un ni l'autre. Et on caractérise ça en termes de matrice. Et donc, alors c'est une sous-famille particulière parce que ça n'inclut pas, par exemple, le type 3 que j'ai présenté à la slide précédente. Mais en même temps, le type 3, il est utilisé dans aucun algorithme que je connaisse, donc ce n'est pas une restriction très problématique. Et donc, histoire de se fixer les idées, on a regardé pour 8 blocs quels étaient tous les schémas de Festel qui pouvaient exister. Alors toujours à équivalence renumérotation des blocs, ce qui revient à faire des automorphismes de graphes, donc ça ne modifie pas du tout les propriétés qu'on regarde. Donc on s'intéresse à 3 choses, le délai de diffusion, forcément, le nombre de fonctions qu'on a dans chaque tour, parce que moralement c'est ça qui est coûteux, et le nombre total de fonctions de Festel dont on a besoin pour diffuser, qui est par définition le produit des deux. Et donc on a le résultat suivant, on voit que si on veut minimiser le nombre d'appels à des fonctions, le minimum qu'on a c'est 24, qui est en particulier atteint pour les types 2 améliorés de Suzaki et Minimatsu, qui ont une diffusion en 6 tours et 4 fonctions. Mais on voit que si ça ne nous gêne pas de faire appel à plus de fonctions, on peut diminuer les diffusions à 6, 5, 4 ou 3. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment faire mieux? Comment faire mieux et si possible de manière générique? Et donc soit on met plus de fonctions, soit on généralise la partie permutation à autre chose qu'une permutation, et c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, plutôt que la permutation, on va prendre une fonction linéaire, mais on ne va pas la prendre n'importe comment parce qu'on a envie de garder le côté Festel. Donc on va prendre une application linéaire qui est de type Festel, c'est-à-dire un étage avec des fonctions et un étage avec une permutation. Et on se retrouve avec un schéma de Festel à 3 étages, un étage avec des fonctions non linéaires, un étage avec des fonctions linéaires et un étage de permutation. Et donc pareil, on fait notre caractérisation matricielle. Sauf que cette fois-ci, on a 2 types de coefficients, des coefficients f, qui sont des fonctions non linéaires qui sont là pour faire de la sécurité, et des coefficients qu'on a notés i pour identité, qui sont là pour faire de la diffusion. Et donc on a appelé ça des schémas de Festel généralisés étendus, et on a toujours notre matrice qui est le produit des 3. Et donc on va regarder ce qui se passe sur un exemple bien choisi. Donc on a choisi pour la couche non linéaire, on a choisi cette matrice-là. Alors à permutation des blocs, ça revient à faire un type 2, c'est-à-dire qu'il y a la moitié des blocs qui émettent, l'autre moitié qui reçoivent, et ça de manière one-to-one. Et pour essayer d'améliorer la diffusion, on a choisi cette couche linéaire-là. Donc on voit qu'elle a une structure très particulière, alors ça se voit bien sur la matrice, sur le schéma ça se voit bien, c'est-à-dire que la moitié des blocs qui émettent tous vers le dernier, et inversement, celui-là, il émet vers tout le monde. Donc on a cette matrice-là, et on a... Il reste 1 minute, c'est ça? Ok. Et on a envie donc que la matrice de permutation, elle inverse les blocs qui émettent et les blocs qui reçoivent. Et donc parmi cette famille particulière, on a essayé de regarder quels étaient ceux qui avaient une diffusion optimale. Et la condition, c'est que si on inverse
le bloc K-1 et le bloc K sur 2-1, donc ici 3 et 7, et bien on a une diffusion en 4 tours, indépendamment de K. Et donc ça c'était assez pratique. Et donc du coup, pour la condition sur la valeur du reste de la permutation, ici, comment ces blocs-là, on les envoie ici et inversement, et bien ça, on a essayé de regarder ce qui se passait sur autre chose que ce qui était lié au délai de diffusion, donc en particulier les attaques linéaires et différentielles. Alors on n'a pas encore réussi, on ne sait même pas si c'est possible de dire des choses de manière générique, mais pour fixer les idées, si on regarde ce qui se passe au bout de 20 tours sur la variante à 16 branches, on voit que si on choisit une mauvaise permutation, on est à 26 boîtes S actives, et si on a choisi une bonne, on est à 42. Et c'est grosso modo ce qu'on obtenait aussi pour des schémas de Festel normaux, c'est-à-dire sans la partie linéaire. Donc on voit que notre construction, elle est mieux au terme de délai de diffusion, mais en termes différentiels et linéaires, on n'est pas capable de faire mieux. Et on n'est pas forcément capable de dire des choses de manière générique sur quelles sont les bonnes permutations ici, à part de faire de l'exhaustif. Donc en conclusion, on a introduit une représentation matricielle sur les schémas de Festel généralisés, qui a été bien pratique pour définir et généraliser la notion de diffusion à quelque chose qui prend aussi en compte le nombre de couches non linéaires traversées. Et cette représentation matricielle nous a permis de définir une nouvelle classe de schémas de Festel, qui sont des schémas de Festel étendus dans lesquels on a ajouté une couche linéaire en vue d'améliorer la diffusion. Et on a proposé un exemple sur lequel on a vu que certes ça améliorait la diffusion, donc la résistance aux attaques dites structurelles. Par contre, pour les attaques différentielles et linéaires, on n'est pas capable de faire mieux, donc il faut regarder plus en avant ce qui se passe. C'est justement ce qu'on est en train de faire, et on a aussi proposé un bloc cipher utilisant ce schéma-là. Merci de votre attention. Avez-vous des questions ?